Depuis plus de 50 ans, une question fascine le monde entier. Pourquoi l'humanité, capable d'envoyer des hommes sur la Lune en 1969, n'a-t-elle jamais réédité cet exploit? L'image de Neil Armstrong posant le pied sur le sol lunaire reste gravée comme l'un des plus grands jalons de notre histoire. Et pourtant, après seulement quelques missions, tout s'est arrêté. Dans une époque où nos téléphones sont plus puissants que les ordinateurs d'Apollo, où SpaceX envoie des fusées réutilisables et où l'on parle de coloniser Mars, ce silence lunaire intrigue. Était-ce trop cher, trop dangereux, ou simplement inutile? Plongeons ensemble dans cette énigme spatiale. Le contexte historique de la conquête lunaire. Pour comprendre pourquoi l'on n'est jamais retourné sur la Lune, il faut d'abord se replonger dans le contexte des années 1960. À cette époque, le monde vivait au rythme de la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontaient dans une course technologique et idéologique, et l'espace était devenu le terrain symbolique de cette rivalité. Après le lancement de Spoutnik en 1957 et le premier vol habité de Youri Gagarin en 1961, Washington devait impérativement reprendre l'avantage. Le président John F. Kennedy annonça alors un objectif clair, envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. La NASA mobilisa des moyens colossaux pour atteindre ce but, aboutissant à l'exploit d'Apollo 11 en juillet 1969. Les missions suivantes, jusqu'à Apollo 17 en 1972, confirmèrent la réussite américaine, mais elles étaient avant tout politiques. Le véritable enjeu n'était pas la science, mais le prestige et la démonstration de puissance face à Moscou. Une fois cette victoire symbolique acquise, l'urgence disparut. Les coûts astronomiques. Si les Américains n'ont pas poursuivi leurs expéditions lunaires, c'est aussi parce que chaque mission Apollo représentait une dépense colossale. Le programme entier coûta environ 25 milliards de dollars de l'époque, soit plus de 150 milliards en valeur actuelle. Pour donner une idée, cela représentait près de 4% du budget fédéral américain au pic du programme, un investissement astronomique qui ne pouvait pas durer indéfiniment. Dans les années 1970, les priorités des États-Unis avaient changé. La guerre du Vietnam engloutissait des ressources immenses, la société réclamait plus de moyens pour la santé, l'éducation ou la lutte contre la pauvreté. Dépenser des milliards pour envoyer des hommes sur un sol déjà exploré n'avait plus de justification politique. Ainsi, quand Apollo 17 quitta la Lune en 1972, il devint clair que le Congrès n'allait pas financer de nouvelles missions. Le rêve spatial céda sa place aux réalités économiques. Les risques et la sécurité des astronautes. Au-delà des coûts, chaque mission Apollo représentait un pari extrêmement risqué pour la vie des astronautes. L'espace est un environnement hostile, radiation cosmique, vide absolu, température extrême. Le moindre incident pouvait tourner à la catastrophe. L'exemple le plus marquant reste Apollo 13, en 1970, où une explosion à bord força l'équipage à rentrer en urgence dans des conditions critiques. Cet épisode montra à quel point chaque vol était fragile. De plus, l'atterrissage lunaire lui-même comportait de nombreux dangers. Allunir sur un sol irrégulier, éviter la poussière lunaire qui pouvait endommager les moteurs, puis réussir le décollage depuis la surface. Une seule erreur aurait pu coûter la vie aux astronautes. À mesure que l'opinion publique américaine devenait plus sensible aux pertes humaines, le risque ne paraissait plus justifiable pour un objectif avant tout symbolique. Un intérêt scientifique limité à l'époque. Lorsque les premières missions Apollo rapportèrent des échantillons de roches lunaires et réalisèrent des expériences sur place, la communauté scientifique obtint déjà une grande partie des informations essentielles sur la Lune. On découvrit sa composition, son histoire géologique et la nature de sa surface. Très vite, les chercheurs comprirent que le satellite n'offrait pas de ressources évidentes ni de mystères scientifiques immédiats justifiant des missions répétées. À cette époque, l'enthousiasme se tourna vers d'autres projets. Envoyer des sondes vers Mars et Vénus, développer des télescopes spatiaux, ou préparer la construction d'une station orbitale. La Lune paraissait, en comparaison, moins prometteuse. Pour le grand public comme pour les décideurs, elle avait déjà livré son secret le plus précieux. Celui d'avoir permis à l'homme de la fouler. Dès lors, l'envie d'y retourner s'éteignit peu à peu. La géopolitique change, fin de la guerre froide. Le contexte géopolitique a aussi joué un rôle décisif. Les missions Apollo étaient avant tout une réponse à la rivalité avec l'Union soviétique. Mais après l'alunissage réussi de 1969, l'URSS, incapable de rivaliser,
abandonna discrètement son programme lunaire habité. Les États-Unis n'avaient plus besoin de démontrer leur supériorité, ils avaient déjà gagné la course à l'espace. Dès lors, les priorités changèrent. Plutôt que de financer de nouvelles expéditions lunaires, Washington orienta ses ressources vers des projets jugés plus utiles. La navette spatiale, qui promettait un accès régulier à l'orbite terrestre, puis la construction de la Station spatiale internationale en coopération avec d'autres pays. La Lune, symbole d'un défi géopolitique passé, perdit son attrait stratégique. Sans adversaire à défier, elle ne justifiait plus les énormes sacrifices financiers et humains. Pourquoi un retour aujourd'hui? Si l'on n'est pas retourné sur la Lune depuis 1972, la situation change radicalement aujourd'hui. Plusieurs puissances spatiales voient à nouveau dans notre satellite un objectif stratégique et scientifique majeur. La NASA, avec son programme Artemis, prévoit d'y envoyer des astronautes dans les prochaines années, cette fois pour établir une présence durable. La Chine, qui avance rapidement avec ses missions Chang'e, ambitionne aussi d'y poser des équipages avant 2030. L'Inde et même des acteurs privés comme SpaceX ou Blue Origin s'y intéressent également. Mais pourquoi ce regain d'intérêt? D'abord parce que la Lune pourrait devenir une base avancée pour l'exploration spatiale. Elle servirait de laboratoire grandeur nature pour tester des technologies nécessaires à un futur voyage vers Mars. Habitat autonome, exploitation des ressources locales, gestion des radiations. Ensuite, la Lune recèle un potentiel économique. On évoque l'hélium-3, un isotope rare qui pourrait servir à la fusion nucléaire, ainsi que l'eau gelée dans les cratères polaires, essentielle pour produire carburant et oxygène. Contrairement à l'époque d'Apollo, l'objectif n'est plus seulement symbolique. Il s'agit désormais d'un enjeu scientifique, économique et géopolitique global. Le retour sur la Lune n'est plus une question de prestige, mais une étape stratégique vers l'avenir de l'humanité dans l'espace. La question n'est donc plus vraiment « pourquoi n'est-on jamais retourné sur la Lune ?», mais plutôt « quand y retournera-t-on et pourquoi faire ?» Après un demi-siècle d'absence, la Lune redevient un objectif central, non plus comme un trophée, mais comme une étape vers Mars et au-delà. La prochaine décennie pourrait marquer un nouveau tournant historique, celui du retour définitif de l'humanité sur son satellite. À la prochaine!